Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation. Nous voici au terme de notre parcours de carême sur les 7 péchés capitaux. Nous avons traversé l'acédie, la gourmandise, l'envie, la colère, l'avarice et la luxure. Et il reste celui que les médiévaux appelaient radix omnium malorum, la racine de tous les maux, le péché originel par excellence, l'orgueil. Monde grec et monde hébraïque sont d'accord, la démesure, l'hubris et le péché suprême. Mais aujourd'hui, cet orgueil n'est plus seulement individuel, il est structurel. Il est inscrit dans nos technologies, dans notre économie, dans notre médecine. C'est le refus radical de notre fragilité de créature. Nous voulons tout maîtriser, tout calculer et même peut-être tuer la mort. Face aux techno-utopies, à l'intelligence artificielle qui prétendent nous dépasser, comment retrouver le sens de la limite? Telles sont les questions que je vais poser à Frédéric Worms. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Frédéric Worms, vous êtes professeur de philosophie et vous êtes directeur de l'École normale supérieure. Et puis, on se retrouve, Stipe Hodak, bonjour. Bonjour. Stipe Hodak, vous êtes professeur d'éthique à l'Université catholique de Louvain et vous nous avez fait l'amitié de, pendant toutes ces 7 péchés capitaux, de faire une sorte de fil rouge. Vous êtes devenu le spécialiste du péché, si j'ose dire. Ah, j'espère. Alors Stipe, comme d'habitude, vous nous présentez un peu à chaque fois dans les émissions le péché dont on parle. Cette fois-ci, l'orgueil, c'est le pire des péchés quand même. C'est un peu difficile même de expliquer qu'est-ce qu'est finalement l'orgueil, parce que c'est extrêmement complexe comme péché, mais comme vous avez annoncé déjà, c'est souvent conçu, perçu comme radix omnium malorum. C'est vraiment presque un capote la tête tous les autres péchés. C'est le péché capital des capitaux. De capital de capitaux, donc vraiment péché hégémonique. Et pourquoi ça? On commence tout d'abord peut-être avec la définition, si vous permettez, Régis. Donc l'orgueil, c'est traditionnellement dans la théologie conçu comme le refus fondamental de reconnaître ses limites, et en particulier de reconnaître ce qu'on doit à Dieu et aux autres. Donc ici, au centre de ces péchés, de l'orgueil, c'est la relationnalité. Et pas vraiment la relationnalité avec les biens qui sont externes. Ce qui avarie, c'est une forme de relation avec la richesse, par exemple, gourmandise avec la nourriture. Ici, au sens, c'est vraiment la relation envers soi-même, envers la création, avec la créature et aux autres. Et donc ici, l'orgueil dépasse des limites, n'accepte pas des limites propres ou entre guillemets naturelles qui sont inscrites dans cette relationnalité et aussi bidirectionnalité des relations. Donc pour vous, pour vous, c'est le péché de la limite. C'est aussi péché des limites et des relations. relations. Tenir compte des limites. Exactement. Mais souvent ici, on a parlé de modération, donc dans le lien avec tous les péchés, et précisément l'orgueil garde aux relations spécifiques avec le monde grec, philosophie grecque, et la notion de hubris. C'est quoi ça? C'est pas uniquement fierté, c'est pas uniquement courage, mais aussi penser que je peux dépasser moi-même toutes les limites, et qui est finalement destructive pour la personne et pour la société. Dans la tradition théologique, effectivement, on peut commencer avec des pères d'Église, l'orgueil était perçu chez Augustin spécifiquement comme le péché d'origine. Donc, chute d'Adam-Ève était conçue comme une forme d'orgueil, ne pas accepter des limites de création. Et finalement, après, dans la tradition théologique, c'est souvent perçu comme l'origine des autres péchés. Pourquoi ça? Est-ce qu'on peut faire des autres péchés, par exemple la gourmandise sans avarice? Mais c'est presque impossible de faire tous les autres péchés sans orgueil, ou au moins sans élément d'orgueil. Donc il y a réflexion des parties d'orgueil dans tous les autres péchés, et ça c'est finalement une métaphore de notre série. Parce que dans notre série, on a expliqué que des péchés capitaux sont capitaux à cause de ces puissances génératrices de créer tous les autres péchés, et donc la dernière distinction entre l'acte
et la disposition. Donc, l'acte est finalement l'acte final où on peut faire quelque chose contre l'ordre moral ou contre les autres personnes. Mais un homme, une femme, une personne vertueuse est tout à fait capable de faire un acte d'orgueil. Mais ce n'est pas ça ce qu'on parle, ce qu'on voit dans la conception de péchés capitaux et des vices. C'est disposition, donc presque une habitus de faire quelque chose qui est capable d'engendrer les actes après. Alors, Frédéric Worms, je l'ai dit, vous êtes professeur de philosophie. Est-ce que ça a du sens pour un philosophe ou pour un professeur de philosophie, cette notion même de péché? Est-ce que ça a encore un peu de... ou est-ce que c'est de la vieille morale? Alors, merci beaucoup d'abord de l'invitation. Comme vous dites, je suis professeur de philosophie, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout théologien. Je n'ai aucune compétence en théologie, et même si je pense que c'est une discussion qui manque aussi aujourd'hui, donc il faut l'avoir. Il y a une grande tradition morale qui donne lieu à des catégories théologiques ou inversement. Et je pense qu'il faut les affronter, peut-être avant de venir au péché en général, ce qui m'importe beaucoup, c'est de comprendre quelle catégorie morale la notion de péché recouvre encore aujourd'hui, peut-être dans le fort intérieur, intimement pour chacun. Peut-être sur l'orgueil tout de suite. Ce qu'on ressent dans votre introduction à tous les deux, si j'ose dire, c'est l'idée que l'orgueil est toujours à deux faces, c'est-à-dire c'est de se mettre soi-même individuellement au-dessus des autres, de tous les autres, et d'abord des autres humains. Oui. Et de se mettre aussi en tant qu'être humain au-dessus de tout. Enfin, et donc du coup, moi, encore une fois, je ne suis pas théologien, mais je pense que dans la théologie, c'est aussi un orgueil, disons, de l'être humain par rapport à d'autres catégories, notamment anthropologiques, divines, enfin se mettre au-dessus même des dieux ou de Dieu. Et donc il y a ces deux facettes. Et c'est d'abord une pathologie du moi, en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'hypertrophie. Oui. Et je pense que c'est un risque intérieur très profond. Et moi, je serais plutôt du côté de ce risque intérieur à l'individu, mais qui retentit effectivement sur le risque anthropologique. Aujourd'hui, je ne sais pas si les techniques sont intrinsèquement orgueilleuses, si l'intelligence artificielle n'est pas plus orgueilleuse que votre voiture ou votre téléphone. Mais les humains qui s'en servent peuvent l'être. Et ça peut être catastrophique parce qu'en fait, depuis leur vanité personnelle, ils vont projeter une image de démesure mondiale et parfois, avec leurs moyens techniques, la produire. Donc c'est extrêmement douloureux et extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que je suis très content d'en parler. Après, peut-être pour rejoindre tout de suite un peu avant de rejoindre la notion de péché en général, oui. Il me semble que dans la tradition de philosophie chrétienne, disons, inspirée par ces catégories, il y a deux réponses en fait. Il y a la grande réponse de Blaise Pascal, qui est de dire, si le moi peut avoir des pathologies, c'est que le moi est une pathologie. Être un moi, déjà, c'est être orgueilleux. Dire « je », c'est déjà de l'orgueil. Le moi est haïssable. Le moi est haïssable. Et je pense que c'est une vraie réponse de moraliste très profonde, mais excessive à mes yeux. Parce qu'à cause de l'orgueil, on en vient à renoncer à soi. C'est une pratique très profonde, d'humilité mystique aussi, contre l'orgueil, la tentation permanente de l'orgueil dès qu'on est un « je ». Détruisons ce « je ». Donc il y a une grande tradition d'ascétisme, au fond, qui est une réponse à ce risque, et peut-être à tous les péchés d'ailleurs. Et je pense que c'est extrêmement profond. Et d'ailleurs, Blaise Pascal est aussi dans l'idée d'humilier non seulement le moi, mais d'humilier l'homme dont la grandeur devient misère. Et donc il faut passer par cette phase. De mon point de vue, en fait, puisque c'est une pathologie du moi, il faut y répondre non pas en rejetant le moi tout entier, mais plutôt en gardant du moi ce qui nous permet de vivre dans la santé et dans le bien, c'est-à-dire plutôt dans une relation équilibrée avec les autres. Mais l'idée de passer d'une pathologie, d'un excès du moi à un excès inverse en renonçant à la subjectivité, c'est vraiment la tension maximale. Je commence par Blaise Pascal, parce que c'est le plus grand de ceux qui ont dit... Finalement, face à la structure orgueilleuse du moi, c'est même pas une dérive, c'est une structure. Face à la structure orgueilleuse de toute subjectivité, il faut renoncer à toute subjectivité. Et moi, j'aurais plutôt tendance, étant instruit par les philosophies morales ultérieures, de considérer l'orgueil comme un risque, comme une pathologie, mais pas comme une structure intime de toute subjectivité. Si le moi est structurellement orgueilleux, alors il faut renoncer à être un sujet. Or, on ne peut pas. La vraie relation morale suppose aussi qu'on existe comme sujet.
Alors on peut se dévouer, s'humilier, se rendre modeste, mais pour se rendre modeste, encore faut-il exister. C'est ça. Mais il y a deux grandes tendances qu'on peut comprendre face au risque de l'orgueil. On peut les comprendre. D'un côté, ceux qui disent, puisque l'orgueil est si structurel, si l'orgueil est structurel, faut le déraciner. Si l'orgueil est une pathologie de quelque chose qui en soi est vital, ce que je pense, la relation à soi est tout aussi vitale que la relation à autrui. À ce moment-là, il faut trouver un remède à l'orgueil sans détruire la subjectivité. Voilà. C'est un défi très, très, très classique, très profond, qui traverse toutes les spiritualités, il me semble, qui n'est pas propre à telle ou telle, que toutes les grandes spiritualités et toutes les morales, au fond, retrouvent. Et même dans la vie quotidienne. Juste pour ajouter, si vous permettez, je pense qu'il y a beaucoup de résonance, même dans la tradition théologique, entre ce que vous avez dit et un peu conception d'orgueil en lien avec deux choses. Tout d'abord, humilité, mais aussi dignité. Je explique tout de suite. Parce que n'oublions pas que la notion d'humilité était souvent abusée, surtout dans le système politique où des groupes marginalisés ont été censés d'être marginalisés par l'humilité. Donc vous êtes là parce que ça, c'est votre place dans la société. Et ici, franchir ses limites, établir sa dignité, passe souvent par quelque chose qui est fierté, mais qui était critiqué comme une forme d'orgueil. Donc on peut même abuser la notion d'humilité. Vous voulez dire que finalement, dans l'histoire politique, être un peu orgueilleux, ça peut faire avancer la démocratie ou les rapports sociaux? Nous ne pouvons pas oublier que même la notion de démocratie, il y a l'idée de fierté. Distinguer un peu la notion de dignité, dignité de tous les êtres humains et l'orgueil, parce que l'orgueil dépasse précisément ses limites. Donc pour éviter de confondre ça. Mais nous avons dans le monde politique, précisément structurel, un exemple, très bon exemple d'orgueil, c'est le nationalisme extrême. Qu'est-ce que finalement le nationalisme? J'aime bien un essai de George Orwell qui a été publié en 1948. Il parle de nationalisme simplement comme forme de pathologie aussi, d'excès de limites. Pour moi, je vois souvent nationalisme comme présence de superlative et comparative au détriment de positive. C'est quoi ça? Donc quelqu'un qui est nationaliste, même pour Orwell, n'est pas capable de dire mon pays ou ma nation est bonne, elle est toujours mieux ou la meilleure. Donc, absence de positif. Donc, ce n'est pas vraiment le problème d'affirmation que quelque chose est positif, mais comparative et excessive. Donc, ça, c'est un problème. Donc, abuse de l'orgueil dans le nationalisme. Et l'autre extrême, c'est aussi la notion abusive d'humilité. Donc, vous n'êtes pas capable d'affirmer quelque chose ou vous devez rester dans la position où vous êtes. Voilà, pour commencer la conversation. Vous avez senti réagir? Non, merci, c'est très intéressant. En fait, c'est vrai qu'entre la dimension intime, morale, relationnelle, dans les relations individuelles, disons, d'un côté, et de l'autre, les grandes structures métaphysiques que vous évoquiez avec l'humain par rapport au divin ou par rapport au transhumain, etc. Entre les deux, il y a la politique, c'est vrai. Et c'est très important de la situer parce que dans les relations humaines, effectivement, il y a cette dimension d'égalité ou d'inégalité qui construit à la fois le risque de l'orgueil, de nouveau, et le besoin de reconnaissance. Et c'est vrai que le risque de l'orgueil, il est structurel, surtout à certaines structures sociales. Il est même produit par certaines structures sociales, quand il y a des inégalités structurelles. L'orgueil dit de classe ou l'orgueil aristocratique est construit par la structure même. C'est une différence, une supériorité supposée absolue par rapport aux autres, et qui produit effectivement l'humilité structurelle qui est presque plus de l'humiliation que de l'humilité. C'est pas pareil d'ailleurs, l'humilité et l'humiliation. Et donc oui, Rousseau cite cette répartie d'un noble, le maréchal de Turenne, dans l'Émile. Il dit, il y a un mendiant qui lui dit
qui lui demande, il lui dit il me faut à manger, sinon je ne pourrai plus vivre, et l'autre lui répond je n'en vois pas la nécessité. Que vous viviez, autrement dit. Donc c'est l'humiliation suprême. Votre vie n'est pas digne d'être vécue. Et cet orgueil structurel, il est dénoncé évidemment dans beaucoup de philosophie morale. Il est dénoncé aussi dans certains romans, Pride and Prejudice de Jane Austen, qui sort aujourd'hui au cinéma dans une autre version que je n'ai pas du tout vue. Mais c'est cette idée d'un orgueil structurel. Et la question, c'est en effet, que devient l'orgueil en démocratie où on postule l'égalité de tout le monde. C'est ça. Il est inadmissible et en même temps, du coup, il faut plutôt aller vers la fierté comme attribut de chacun dans sa dignité, la reconnaissance par l'autre de la supériorité de tout autre par rapport à moi, comme dit aussi Lévinas. Et donc, cette fierté qu'on entend dans le Pride anglais, qui est passé de cet orgueil aristocratique aujourd'hui vers les manifestations démocratiques. Vous voyez, il y a des Pride qui défilent dans la rue, et on est passé du Pride aristocratique, encore une fois, noble, à cette revendication qui elle-même peut avoir des pathologies, mais qui est en effet au cœur de la démocratie, comme reconnaissance de la dignité de chacun, avec l'orgueil restant la pathologie. Moi, je pense que vraiment la dignité, la fierté sont des besoins vitaux, mais que l'orgueil en est la pathologie mortelle. Et l'humiliation et l'orgueil sont deux pathologies de la reconnaissance, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre, en effet, vous avez raison, orgueil et humiliation, comme deux risques mortels des relations humaines. Et on pourra comprendre comment le péché est en soi un risque mortel. Une façon de catégoriser les risques moraux mortels. Moi, je travaille sur ce que j'appelle le vitalisme critique, le fait que la vie s'oppose toujours à la mort, y compris en nous, avec une force négative très profonde. C'est pour ça que votre invitation sur le péché m'intéresse, parce que moi, je ne reprends pas cette catégorie à mon compte, mais une philosophie qui ne creuserait pas jusqu'au négatif en nous, très profondément, au risque mortel en nous, moraux et politiques aussi, au risque d'humiliation de l'autre, au risque de volonté de domination suprême, au risque de ce que la catégorie de péché recouvre. Une philosophie morale qui n'irait pas jusque-là ne serait pas une philosophie morale. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Mais dans les relations individuelles, effectivement, le risque mortel de l'orgueil ou de l'humiliation doit laisser la place à cette limite que chacun ressent entre la fierté et l'humilité. Il faut être fier et humble, Mais ce qui plutôt qu'orgueilleux ou humilié. Ce qui me frappe, c'est que justement, on a, dans toute cette série sur les péchés capitaux, on a beaucoup insisté sur le péché de structure, c'est-à-dire le fait que, bien entendu, l'avarice, c'est un péché individuel et c'est aussi une structure sociale possible. Voilà, de prédation. Exactement. Là, on a l'impression que ça ne marche pas si bien que ça. Et vous Avec avez raison, l'orgueil ? avec l'orgueil. C'est vrai qu'il y a, vous parlez de l'orgueil, la morgue nobiliaire, ou voilà, donc il peut y avoir un orgueil collectif. Mais j'ai été très frappé par ce que vous venez de dire. L'orgueil, c'est quand même une pathologie de l'individu. Oui, c'est d'abord une pathologie de l'individu, mais qui peut quand même être soutenue, aggravée par des inégalités sociales structurelles, en fait. C'est ça. Et par ce sentiment, effectivement, que l'orgueil est justifié par... Je dirais même que les structures d'orgueil collectif peuvent aggraver des fragilités individuelles. On peut penser que quelqu'un qui a une fragilité, qui peut être tourné vers l'orgueil, peut être effectivement aggravé par ces structures sociales. On en voit beaucoup d'exemples dans La recherche du temps perdu de Proust, où il y a finalement des aristocrates très modestes, très humbles, qui sont quand même, qui jouent leur rôle social, mais d'autres très fragiles, chez qui la structure sociale aggrave. Donc, oui, c'est d'abord, mais comme tout péché. Moi, j'aurais tendance à dire, je ne connais pas le péché comme catégorie religieuse. Vous êtes heureux que vous ne connaissiez pas le péché. Non. Je veux dire, je ne connais pas la tradition théologique sur le péché. Mais ce que je pense, c'est qu'elle renvoie d'abord à des fautes individuelles. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire, moi je m'inspire beaucoup, le seul philosophe qui a pensé le péché, c'est Nabère, Jean Nabère, que vous connaissez peut-être pas. Jean Nabère, Essai sur le mal. Et une des raisons pour moi d'accepter votre invitation, c'était de rendre hommage à Nabère et au maître qui m'y a initié, qui était Emmanuel Doucy à la Sorbonne, que personne ne connaît parce qu'il n'a pas écrit. Mais c'est la façon de rendre compte du péché comme sentiment d'un risque intérieur de commettre des fautes,
Alors, sentiment d'un risque intérieur. Oui. Chaque sujet a Oui. en lui ce sentiment qu'il peut aller vers ce qu'il juge lui-même mal. Oui. Par exemple, la gourmandise, je sais que c'est pas bien, et voilà, c'est un péché peut-être, il peut avoir des degrés, Oui. mais je sais que je dois pas le faire et je le fais quand même. Donc j'ai un risque intérieur de commettre le mal. Oui. Et de ce point de vue, Naber montre bien dans cet essai sur le mal que la catégorie de péché, on peut la dégager du contexte religieux traditionnel pour revenir à cette tentation intérieure constante. Je sais que c'est pas bien, mais je le fais. Qu'est-ce qui fait que je le fais? Qu'est-ce qui fait que j'ai en moi une pulsion, un désir du mal, alors que je sais que c'est mal? Et donc de ce point de vue-là, la question de la négativité intérieure, pour moi, est au cœur de notre monde aujourd'hui, parce qu'il faut reconnaître ce risque pour l'éviter. Alors du coup, travailler comme vous le faites sur les péchés nous remet en mémoire que c'est d'abord un risque intérieur. C'est pour ça que je disais, c'est pas seulement l'orgueil. Je pense que tout ce que vous appelez, la tradition appelle péché, est d'abord intérieur. Vous êtes d'accord, Steve Piodac? Peut-être un peu moraliste comme réflexion. Non. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des structures sociales, il y a des risques politiques. Exactement. Mais J'aimerais bien souligner vraiment les liens que vous avez annoncés au début entre des structures qui facilitent ou empêchent désirs individuels. Et ici, je trouve un élément chez Augustin très intéressant. Il parle d'orgueil comme perversio voluntatis, donc perversion de volonté, De la volonté. Et pas uniquement l'intellectuel. Ce qui est individuellement, nous sommes tout à fait capables d'imaginer n'importe quoi. Donc des structures où je suis un roi de monde, j'habite Mars, colonise, etc. Mais c'est pas ça uniquement la volonté. La volonté demande quand même la décision, choix, investissement d'énergie, des émotions, des désirs, la responsabilité. Et puis, la volonté entre en collaboration, contre des forces structurelles autour de nous. Et donc, imaginez maintenant la situation qui détermine votre espace de liberté. Imaginez la structure d'orgueil qui est maintenant très structurelle. Vous êtes dans telle et telle caste aristocratique et vous êtes né là. Pour combattre contre ça comme individu, il faut investir beaucoup de volonté. Même si vous êtes individuellement personne très vertueuse et humble, il y a toujours des éléments structurels qui vous mettent en position d'agir d'une manière orgueilleuse, finalement. Vous comprenez le lien entre les deux. Et donc, finalement, quand on parle d'orgueil, est-ce que c'est individuel et structurel? Oui, c'est l'acte, la volonté est individuelle, mais il y a souvent, voire toujours, des structures sociétales qui, pour produire, soutenir, faciliter ou même retarder un peu l'acte et la volonté orgueilleuse. Cette idée que l'orgueil, c'est aussi une pathologie de la volonté. Est-ce que ça vous parle? Oui, je pense effectivement que c'est une pathologie du moi en général. Oui. Et dans ce moi, il y a effectivement un moment des actes et des choix. On est complice de l'orgueil. On ne peut pas être orgueilleux sans l'avoir choisi, au fond. C'est ça. C'est d'ailleurs ce qui fait de Naber un contemporain de Sartre. Il écrit ses éléments pour une éthique en 1943, exactement comme Sartre, L'être et le néant, ou Jankélévitch, ou ces grandes philosophies morales existentielles du milieu du XXe siècle. Et Naber a beau être un philosophe chrétien, et il est d'abord kantien, et il pense qu'on a toujours choisi, au fond. Comme chez Sartre, on choisit. Je choisis d'être un résistant, ou je choisis d'être un collaborateur. L'homme est responsable de tout ce qu'il fait. Et même de ses affects, même de ses passions. Oui, il y a toujours un choix d'être orgueilleux. On ne peut pas dire, c'est juste, par exemple, Naber dit très bien, je ne peux pas faire de l'orgueil ou une sorte de fatalité psychologique extérieure. Oh, j'ai fait ça par orgueil, pardon, je suis orgueilleuse, c'est pas ma faute, je suis orgueilleux. Ben non, si vous êtes orgueilleux, vous avez choisi de l'être. On peut donc toujours ne pas l'être. Ça veut dire qu'on peut choisir de ne pas l'être. Et effectivement, on peut résister à des structures. Donc il y a une dimension de la liberté. Et volonté et liberté, c'est inséparable. Enfin, la volonté, c'est la capacité d'être source d'une action. Donc c'est inséparable de la liberté. Et d'une action qu'on peut vous imputer.
Vous dites par exemple, j'ai humilié quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un qu'il ne valait rien ou je l'ai méprisé, voilà, quelqu'un qui crache sur quelqu'un d'autre, il ne peut pas dire désolé, c'est mon orgueil qui agit en moi sans moi. Ben non, ben non. On est responsable de ses passions, et y compris, et peut-être on est responsable de ses péchés. Moi, encore une fois, je vous renvoie à vos spécialités de théologien, mais il me semble que la notion de péché implique la faute et la responsabilité. C'est ça. Ouais. Mais après, il faut ajouter que quand je dis pathologie du moi, c'est pas seulement une faute de la volonté. Pathologie, d'ailleurs, dit aussi un peu d'extériorité. Il peut y avoir des pathologies du moi qui viennent aussi de notre construction personnelle, individuelle, notamment dans l'histoire primaire, quand on est des enfants. Mm-hmm. Entre la théologie et nous, il y a eu aussi la psychologie, la psychanalyse, qui ont montré que notre subjectivité est construite par la relation à autrui. Mm-hmm. Et l'orgueil peut être une réponse à une fragilité extrême. Si vous n'avez pas été assez aimé, assez reconnu, l'orgueil peut être un refuge psychologique. Et donc, il y a aussi de la psychopathologie, qui ne disculpe pas de la pathologie de la volonté. Mais d'ailleurs, dans cette notion de pathologie de la volonté, on voit bien qu'il y a un mixte. D'un côté, il y a une responsabilité, d'un autre côté, il y a... Pathologie veut dire aussi que ça nous tombe dessus, sans nous. Oui. Donc je crois que l'orgueil est un mixte de pathologie psychologique où le moi qui doit être reconnu, peut-être par peur de ne pas l'être, va vouloir l'être trop. Mm-hmm. D'ailleurs, dans la notion de perversion, ce serait intéressant parce que vous dites citer Saint-Augustin, perversio voluntatis, mais Freud a introduit la notion de narcissisme pervers. Et le pervers narcissique, c'est celui qui fait de l'amour de soi une manipulation d'autrui, qui est prêt à tout pour que les autres l'aiment. Donc on retrouve cette idée de perversion. L'amour de soi peut être légitime, même vital, mais celui qui est prêt à tout par détresse, parce qu'il veut être aimé, parce qu'il ne s'aime pas lui-même peut-être, il est prêt à manipuler les autres pour être aimé, il va leur mentir, à les asservir. Enfin, c'est plus qu'un don Juan, c'est une sorte de... Il se met en avant, ça donne le culte de la personnalité, qui revient aujourd'hui de manière absolument inattendue dans nos démocraties. C'est quand même hallucinant. Ah. Vous pensez à qui? Non, mais ceux dont l'image nous obsède même. Ils rentrent dans nos... Donc ils nous imposent leur narcissisme. Et vous voyez, dans l'idée de perversio voluntatis, il y a un mixte très passionnant, comme toujours chez Saint-Augustin d'ailleurs, entre la responsabilité individuelle de la volonté et la perversion qui peut devenir aussi une pathologie psychiatrique. Parce que le pervers narcissique, il peut terminer à l'hôpital. Et même, je pense, la métaphore de pathologie peut être très utile ici. Pourquoi ? Parce que dans la pathologie, il y a deux éléments. Donc, métaphore ou pas, d'ailleurs. Oui. Ça peut être pris littéralement. Ça peut être même littéralement. Ça se soigne peut-être. Oui. L'orgueil peut-il être soigné? C'est une bonne question. Dans le sens peut-être littéraire ou métaphorique, pathologie peut être contagieux. Donc l'orgueil, ici, peut être imité, en fait. Et ça il y a des contagions d'orgueil. Je pense aussi, tout à fait. Ah oui. On voit actuellement dans le monde politique que ça, c'est facile à imiter. Et ça c'est un peu réparti, malheureusement, pour le moment, un peu partout, dans toutes les régions. Ça donne quelque chose, et donc c'est une forme d'imitation. L'autre sens, pathologie, donc c'est aussi réaction du système immunitaire. Et parfois, c'est aussi réaction excessive. Donc, j'étais extrêmement fragilisé et finalement, comme défense pour me protéger, j'essaie à construire un moi entre moi et la vie, la société, et finalement, c'est l'orgueil qui me protège. Donc, deux fois pathologie, deux mécanismes qui fonctionnent presque comme un binôme. Mais... Si je croise le fil pathologique et le fil politique que vous aviez introduit avant, c'est vrai que l'imitation qui est au cœur de nos sociétés passe aussi par la hiérarchie politique. C'est Hannah Arendt qui a très bien montré que la détention du pouvoir produit de l'imitation. Si quelqu'un est orgueilleux mais qu'il n'est pas chef, c'est une chose, on peut l'imiter ou le détester, etc. Mais s'il est le chef, il transmet. Et il y a une sorte des répliques
Heureusement, le bien aussi peut être imité. Et un chef d'État modeste, par exemple, sérieux, rigoureux, ou bien qui est fier sans être orgueilleux, on en a connu en France des gens qui incarnent la dignité sans être dans la pathologie, ils peuvent aussi, heureusement, être imités. Mais c'est vrai que l'imitation, en effet, je pense que vous avez raison, l'imitation est un des liens qui fait passer du péché, entre guillemets, individuel vers ces structures collectives qu'on décrit. Et inversement, puisque effectivement, si quelqu'un nous donne l'autorisation d'être orgueilleux, parce que c'est ça le pouvoir politique, en fait, il autorise une attitude, ce qu'on appelle le petit chef. Il va en effet produire de la pathologie individuelle. Donc ça marche dans les deux sens, effectivement, et c'est ça qui fait le danger de ces structures. Alors vous êtes bien dans la foi prise au mot sur KTO et avec Frédéric Worms et Stipe Hodak et on parle de l'orgueil. Alors Frédéric Worms, qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui disent justement le transhumanisme, la technologie, c'est de l'orgueil. Alors là, cette fois-ci, vraiment comme une sorte de pathologie globale. Est-ce que vous avez l'impression que l'humanité est devenue orgueilleuse ? C'est vrai que je pense que oui, qu'il y a un risque. Encore une fois, c'est un risque, ce n'est pas une fatalité. C'est un risque très paradoxal aujourd'hui pour une raison que je voudrais dire. Mais après, il faut toujours revenir à l'individuel malgré tout, parce que c'est des êtres humains individuels qui nous infligent ces délires collectifs. Je ne pense pas que la structure, la technique en elle-même soit orgueilleuse, en réalité. Ça, c'est intéressant. Ça me paraît extrêmement important. C'est très important. Mais oui, parce qu'on dit l'intelligence artificielle, le génome, la transformation. Moi, j'ai été au Comité national d'éthique pendant 10 ans. C'était un vrai sujet. 8 ans, c'est des mandats de 4 ans. Mais voilà, donc c'est très compliqué de dire la technique elle-même. Non, la technique, elle peut vous sauver la vie. Si vous dites la technique est en elle-même orgueilleuse, est-ce que vous emmènerez vos enfants à l'hôpital ? Ben oui, quand même. Oui. Sauf des gens qui sont eux-mêmes orgueilleux. On sait qu'il y a certaines sectes, par exemple, qui préfèrent voir leur enfant mourir alors que le médecin a de quoi les sauver. Oui. Ça, c'est de l'orgueil aussi, se croire plus puissant que au point de vouloir la mort de son enfant. Très clairement. D'ailleurs, la loi l'interdit aujourd'hui. Ils peuvent eux-mêmes refuser des traitements, mais ils ne peuvent pas interdire qu'on sauve la vie de leur enfant. Je pense que le complotisme est une forme d'orgueil. Alors, on a raison de tout à fait. On en reviendra peut-être dessus. Mais ce qui est très frappant donc pour vous, moi, la technique elle-même n'est pas indifférente. La technique, est, comme dit Bergson d'ailleurs dans les deux sources de la morale et de la religion, peut être utilisée dans l'ouvert ou le clos, dans la guerre ou dans la médecine, dans le mal ou dans le bien. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est comment peut-on être orgueilleux aujourd'hui en tant qu'humain ? L'humain est fragile, il est mortel, il y a du réchauffement climatique, il y a des pandémies. On devrait plutôt se tourner vers les mots, MAUX, qui nous rendent humbles, et se faire servir les techniques au remède à ces mots. Et ça, c'est possible. De fait, aujourd'hui, du côté de l'intelligence artificielle, vous allez trouver des gens, à l'école normale supérieure, il se trouve qu'on a un des plus grands centres en Europe d'informatique, de mathématiciens, de médailles Fields, des prix Nobel, etc. Eux, ils travaillent pour améliorer la santé, la planète, l'éducation, etc. Donc ils partent d'abord du diagnostic sur le négatif. Ils sont humbles. C'est pour ça que moi, dans ce que j'appelle le vitalisme critique, on fait d'abord le diagnostic quasi médical de ce qui ne va pas. On ne vise pas le bien parfait, on vise à répondre à des mots concrets. Et donc là, oui, on n'est pas orgueilleux, mais on a besoin de développer des techniques plus puissantes. Parce que le progrès de l'espérance de vie, le fait que nos parents, nos grands-parents vivent plus âgés, oui, c'est très clairement... c'est pas orgueilleux, c'est modeste, et d'ailleurs parfois c'est difficile les fins de vie, etc. Mais je pense que... il y a un risque d'orgueil, d'utilisation délirante de ces techniques quand on veut viser un bien absolu, dépasser le mal, qui ne sera jamais dépassé, dépasser la mort, ce qui sera malheureusement jamais dépassé, ni par la maladie, ni par la guerre. Il faut toujours dire qu'on lutte contre le mal, que l'idée de le dépasser est en elle-même un mal. Donc oui, non, je pense que l'orgueil, plus les techniques sont puissantes, plus il va s'en nourrir, mais il reste une pathologie individuelle et collective. Il n'y a pas de fatalité que la technique conduise à son usage délirant. Je suis tout à fait d'accord. Si vous permettez, j'aimerais bien juste quand même ajouter une petite nuance. La technologie, généralement, pour moi, c'est aussi neutre. Mais
si neutre, c'est ça. Neutre, Ouais, neutre, oui, ouais. exactement. Ouais. Donc même si on imagine morale de technologie ou peut-être valorisation de technique en sens pas uniquement de production finale, mais au sens de design, on peut dire quand même, je pense, ça c'est vraiment à discuter, que on peut quand même voir quelque chose qui est capable de produire des effets négatifs, même par omission. Je vous donne un exemple tout de suite. Dans le design de technologie, par exemple, décision de créer technologie addictive pour les enfants, ça c'est vraiment l'effet direct d'une personne qui est là, qui est peut-être motivée par la richesse, avarice, etc. Donc ça c'est les liens directs. Mais parfois dans la technologie, ça arrive par omission. Par exemple, exclure dans le design un groupe de peuples qui ne sont pas capables d'utiliser la technologie. Donc le désir initial était positif, mais ça arrive par l'omission. Vous voulez dire, par exemple, dans l'intelligence artificielle, je prends un exemple simple, s'arranger pour que ça soit très cher et que beaucoup de gens ne... C'est ça Très cher. Ou par exemple, reconnaissance de visage qui exclut un groupe de peuples qui ne possèdent pas le visage type qui était dans le modèle d'entraînement, par exemple. Ou reconnaissance visuelle qui cible plutôt un groupe de peuples que l'autre, pas par désir, mais simplement par omission, parce que le corpus d'entraînement n'était pas vraiment considérablement élargi. Donc, dans notre commission d'éthique, par exemple, on a ajouté aussi l'étape de échantillon. Est-ce que votre échantillon est suffisamment inclusif pour exclure l'effet supplémentaire après? Donc, juste un petit, vraiment ces détails de comprendre. Non, c'est pas des détails. Non, c'est très très important. Ouais. Non, je pense que les techniques démultiplient les risques, c'est vrai. Et les biais négatifs, pas seulement d'orgueil, mais de violence, d'humiliation, de destruction, sont démultipliés par la puissance de ces techniques. Je ne minimise pas l'effet des techniques. Je dis juste qu'il n'est pas fatal qu'ils soient utilisés de cette façon-là. On peut les utiliser aussi pour le meilleur. Hein. Je ne dis pas d'ailleurs pour le bien avec un grand B, mais plutôt pour le meilleur contre le pire, très concrètement. Et c'est vrai mais il faut aller très vite, parce que les techniques bougent très vite. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, sur vous parlez tout à l'heure d'imitation, aujourd'hui c'est de la contagion, c'est de l'épidémie. Il y a par exemple un retour de l'orgueil masculin, qu'on pourrait présenter comme une réponse à certains risques dans l'égalité des hommes et des femmes par rapport à... Mais en réalité, c'est très grave, puisque justement, c'est de l'orgueil, ça devient une pathologie. On peut vouloir une égalité sans retomber dans la pathologie inverse. Donc c'est quand même... et ça va très très vite, parce que l'orgueil, les Grecs déjà l'avaient dit, et je pense les théologiens aussi, l'orgueil, ça se flatte. L'orgueil, ça se flatte. L'orgueil, c'est quelque chose qui peut très bien être produit. Les flatteurs accroissent notre orgueil. Et au fond, Platon avait théorisé la flatterie, qu'on retrouve aussi dans toutes les grandes tragédies, le méchant qui flatte, Iago, qui est le flatteur, celui qui flatte le tyran. Mais les réseaux sociaux flattent nos orgueils, en fait. Et aujourd'hui, avoir une sorte de morale de résistance à la flatterie, de résistance à ce risque intérieur. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'orgueil est une tentation permanente en chacun, dès qu'on a un moi. Donc oui, en effet, on peut dire « Ah, vous êtes un homme, super, ça vous rend génial, vous êtes en effet telle couleur de peau, telle... » Bon, non, en réalité, il faut résister à ce risque sans s'humilier, sans se renier soi-même pour autant. Mais c'est vrai que je suis entièrement d'accord sur le fait que les techniques, surtout les techniques de communication, on parle beaucoup du transhumanisme comme produit de techniques, disons, médicales, extrêmes, etc. Mais peut-être que les plus grandes transformations de l'humain, elles viennent aujourd'hui des techniques de communication. Là, par contre, la flatterie atteint des degrés de risque extrêmes. Donc immunisons-nous les uns les autres, disons aux parents, aux proches, aux amis, immunisons-nous les uns les autres contre l'orgueil massif, contre les vagues d'orgueil haineux qui diffèrent. Oui, c'est ça, ce que vous disiez du nationalisme, du complotisme, il y a quelque chose de très orgueilleux dans le complotisme, où on se flatte
de savoir plus que tout le monde Exactement, je veux revenir à ça, mais j'aimerais bien vraiment faire un petit écho, parce que ça je trouve extrêmement important ici, de parler ou articuler l'intelligence artificielle, le développement technologique, vraiment en relation avec des relations qui sont importantes. Parce qu'ici, il y a deux choses. Simplement l'effet flatteur, que la technologie peut-être initialement voulait affirmer, et finalement, elle commence à flatter. Donc, créer une explosion d'orgueil. Il y a deuxième chose. Ça, c'est maintenant un peu visible dans l'accompagnement par l'intelligence artificielle. Donc, copains, copines artificielles finalement, qui maintenant sont un peu tendance. Malheureusement, il y a pandémie de ça. Vous posez des questions à l'IA pour savoir… Un ami artificiel. Voilà, un ami artificiel. Il y a un autre danger. Il peut devenir un ennemi réel. Hein. Oui. Et ça, c'est le problème, qui est souvent mieux que l'ami réel. Et qu'est-ce qui se passe ici? La technologie a créé une vision artificielle d'un ami qui est mieux que le vrai ami, donc presque un simulacre. Donc, ce n'est pas maintenant la simulation où la technologie imite réel, c'est maintenant simulacre de réalité, et réalité doit finalement suivre la technologie. Donc, votre ami réel est finalement censé de faire un miroir de votre ami artificiel qui est beaucoup mieux que réel. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, ça, c'est ici une forme d'orgueil secondaire, presque, qui est implantée. Oui, parce qu'on est flatté. Là, pour le coup, c'est exactement. Le mot-clé, c'est la flatterie. Le mot-clé, c'est la flatterie. Extrêmement important. Dans la théorie de complot, il me semble que c'est vraiment le mécanisme d'orgueil. Pourquoi je parle de ça? Parce que ce n'est pas uniquement la situation où quelqu'un partage les connaissances qu'on peut vérifier. Donc, effectivement, c'est impossible à vérifier. Si vous êtes contre moi, vous êtes soit, vous faites partie des complotistes, donc la communication est impossible, ou vous êtes en tort. Parce que même essayer de falsifier la connaissance que je possède… Falsifier au sens de montrer, faire une expérience qui la met en défaut. En défaut, oui. Et donc ça, c'est déjà… preuve que vous êtes en tort et que je suis en fait correct. Et donc, théorie de complotisme, il y a deux éléments pathologiques. C'est une forme d'aveuglement, de manque de connaissances et aussi la vision excessive. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un choix d'être complotiste? Toujours cette fameuse pathologie de la volonté. Effectivement, une fois quand le mécanisme moteur, locomotive de complotisme est mis en travail, donc vous êtes presque dans une forme de train dont la locomotive est déjà là. Sortir, c'est très difficile. Parce qu'imaginez-vous, vous avez investi 3 ans ou 3 mois de créer une théorie qui est censée d'être idéale. Et finalement, quoi? Dire que ah oui, tout était faux, je suis en tort et je dois reconstruire mes connaissances et être humble. Oui, la solution est assez simple, mais c'est difficile finalement. Parce que c'est un cercle vicieux créé par, pas uniquement l'imagination, mais aussi les actes qui s'enchaînent. Oui, c'est là qu'on retrouve l'idée que la technique en elle-même peut être manipulée de cette façon-là et que le vrai danger réside en effet dans les relations humaines, que les techniques peuvent aggraver, peuvent nous couper les uns des autres, de la contradiction, du respect de la position d'autrui, de l'autocritique aussi. Et en effet, c'est vrai que dès le début de la philosophie, Socrate avait très bien compris ça. Socrate, il commençait par montrer à ses interlocuteurs, qui parfois étaient assez orgueilleux, vaniteux, hein, les jeunes aristocrates athéniens, pour leur montrer qu'ils ne savaient pas tout ce qu'ils croyaient savoir. Il fallait les piquer. D'ailleurs, Socrate était comparé à une anguille qui piquait ses adversaires, qui électrisait ses adversaires. Et
C'est vrai, c'est pas évident. Certains adversaires de Socrate, dans le Gorgias, par exemple, Calliclès, interrompt le dialogue parce qu'il trouve insupportable d'être mis en question. Et c'est vrai que le doute suppose... Et le doute est un très très bon exemple d'équilibre personnel, en fait. Ça suppose de ne pas être sûr de tout ce qu'on dit et en même temps d'être assez sûr de soi pour continuer à réfléchir. Encore une fois, le doute, c'est pas l'angoisse. Le doute, c'est la position équilibrée. Et c'est pour ça que la démocratie suppose l'écoute des arguments d'autrui, suppose de parvenir à une conclusion en s'étant respectés mutuellement, et que la construction de l'orgueil est un vrai danger politique. La construction des orgueils qui se font face, ça conduit à la guerre en fait. Vous mettez un orgueilleux face à un autre orgueilleux, qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis? Ils ne peuvent que se faire la guerre, c'est terrifiant. Oui. Donc en fait, on voit bien qu'à orgueilleux ennemi, et que la question du bras de fer entre les orgueils construits, aggravés par ce mode de technique, est effectivement au cœur des dangers du monde contemporain. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut tomber dans ce que certains appellent les bons sentiments, comme si on était magiquement modeste. En fait, ça se construit. La modestie suppose un travail. Je vais vous citer, avant qu'on commence, cette phrase de Bergson que je trouve magnifique. « Toute modestie vraie naît d'une réflexion sur la vanité. » C'est-à-dire que la vanité, l'orgueil sont des risques intérieurs. Et ça se travaille. L'éducation nous apprend normalement à être un peu modeste, un peu respectueux. Alain, le philosophe Alain, disait que la politesse, c'est la cérémonie qui empêche la guerre, qui empêche aux orgueils de régner, etc. Mais donc, ça suppose, oui, après vous, madame, après vous, monsieur, je n'en ferai rien. Il y a des rituels de l'égalité, des antidotes à l'orgueil. Mais c'est vrai que je pense, en effet, vous avez raison de voir dans l'orgueil un risque numérique aussi, un risque digital qui ne tient pas tellement au calcul d'algorithmes. Mais les algorithmes, oui, mais pas en tant qu'ils sont des algorithmes, mais en tant qu'ils sont produits pour ça par des humains. Exactement. Exactement. Et ici, juste peut-être ajouter, c'est précisément cette importance de doute, modestie, surtout doute pour autocritiquer. Non, mais c'est ça qui est intéressant. On arrive vers la fin de l'émission. Oui. On dit souvent que l'antidote de l'orgueil, c'est l'humilité. Je vous entends tous les deux en disant, mais en fait, c'est le doute. C'est souvent le doute. L'humilité, c'est très bien d'être humble, mais... L'humilité est une condition du doute, finalement. C'est-à-dire de ne pas prétendre savoir a priori... L'argument, c'est le moteur, c'est le doute. Je crois en tout cas que l'équilibre, c'est le doute. Le travail, ce qui nous met en commun en train de réfléchir, au fond, et c'est extrêmement important, parce qu'il faut bien voir, encore une fois, que le risque de l'orgueil, le risque intérieur est toujours là. Et que c'est un combat permanent en soi. Dire la modestie est toujours un orgueil surmonté, comme on dit que la marche pour les humains est une chute surmontée. Chaque pas, c'est un ne pas tomber. C'est en cela que la catégorie de péché, que encore une fois je ne reprendrai pas à mon compte parce qu'elle a son ordre de vérité qui est plutôt théologique que philosophique, mais elle dit bien quelque chose du fait que nos vies sont ambivalentes, sont constamment menacées par des dangers, et qu'il faut pour ça du savoir, de l'amitié, de la psychologie aussi, et qu'on a besoin de la démocratie, c'est-à-dire un peu d'institutions qui nous empêchent de dériver. On a besoin de règles. On arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission ? Beaucoup de choses ici. J'aimerais bien souligner 3, comme d'habitude. Tout d'abord, l'importance de dignité. Donc, éviter interpréter toutes les informations de soi comme l'orgueil, parce que nous sommes quand même un être qui doit être affirmé aussi dans sa propre positionnalité, individualité, mais l'important c'est aussi souligner des relations. Et finalement, l'orgueil est un péché de relations. Donc en fait, pour aller vite, vous n'êtes pas du genre à dire que le moi est haïssable. Il faut quand même... Il en faut un peu. Il en faut un peu quand même. Exact. C'est toujours comme c'était avant, important de trouver une mesure. Deuxièmement, donc c'est aussi un péché qui est structurel au sens qui est capable de créer des structures qui puis facilitent tous les autres péchés. Ici, on a parlé beaucoup de technologie qui est finalement outre en sens général, mais qui peut être imprégné par les structures d'orgueil. Et finalement,
deux éléments, comment sortir de ça, cercle vertu, cercle vicieux. Donc, structure est capable de créer cercle vicieux, mais on est tout à fait capable aussi de créer un cercle vertu où l'humilité, modestie, finalement le doute, sont forme de mécanismes qui affirment soi, qui affirment relation, qui affirment courage, qui affirment fierté, mais évitent d'extrême de l'orgueil. Et dans l'autre sens extrême d'acédie, qui est finalement abandon de responsabilité. Merci beaucoup. Alors, Frédéric Worms, vous êtes venu avec 2 livres. Le dernier, c'est Avec Bergson. On a quelques minutes pour le présenter. Et puis aussi, La vie, qu'est-ce que ça change? Mais peut-être Avec Bergson, qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un peu vertigineux parce que c'est plus de 30 ans de travail avec ce philosophe qui, quand je me suis mis à l'étudier au début des années 90, était complètement oublié, enfin, dans tout cas dans le monde universitaire, qui a eu une importance mondiale, Bergson, en disant, avec des grandes distinctions très simples, pour nous dire que le temps n'est pas réductible à de l'espace, et puis à la fin de son œuvre qu'il y a 2 morales, la morale close, qui n'est une morale pour nous, mais pas pour tout le monde, et la morale ouverte, qui est difficile justement parce qu'elle doit reconnaître tout le monde et éviter la guerre. Donc Bergson a été un philosophe majeur pour tout le XXe siècle en France et il a été oublié. Et pendant 30 ans, j'ai travaillé sur lui avec beaucoup d'autres. Et Avec Bergson est un recueil d'études qui part aussi d'un autographe inédit qui m'avait envoyé un libraire. Une phrase de Bergson écrite de sa main qui n'est dans aucun de ses livres. Et je vous en laisse la surprise ou je vous l'ai dit? Ah non, pas de spoil. Pas de spoil. Pas de spoil. Alors voilà, vous pouvez aller voir Avec Bergson. La vie, qu'est-ce que ça change aux éditions Labor et Fides. Alors il se trouve qu'en 2024, j'ai publié 3 livres, effectivement, avec Bergson, qui est un recueil d'études qui vont de la morale jusqu'à le rire aussi, et le temps. Et puis, donc moi je défends cette philosophie très simple de la vie comme opposition à la mort. Je ne sais pas ce que c'est que la vie, je ne sais pas ce que c'est que la mort, mais je sais que les vivants s'opposent à la mort. Dans tous leurs registres, les humains étant un peu plus compliqués que les autres parce qu'ils luttent contre la maladie, mais aussi, ou l'accident, mais aussi la guerre, le chagrin, l'injustice. Donc comment concilier tous ces risques? Donc c'est un petit livre qui m'a été demandé par Marion Muller-Collard pour sa petite collection « Qu'est-ce que ça change ?» chez Labor et Fides. Parce qu'un jour, d'ailleurs, on était tous les 2 au comité d'éthique, puis un jour, elle était pasteur, elle a repris l'enseignement de la philosophie. Elle m'a dit « Comment je peux intéresser mes élèves ?» Et je lui ai dit « Il faut que tu leur montres que la philosophie, ça change quelque chose. Que si on est matérialiste ou dualiste, ça change tout. Si on est démocrate ou non démocrate, ça change. » Donc elle a créé cette collection « Qu'est-ce que ça change ?» Et je lui ai promis de faire la vie. Voilà. Et puis la même année, j'ai publié aussi un recueil de mes chroniques sur France Culture, que je cite, là, le pourquoi du comment, philosophie pour mieux vivre. Donc je suis dans une philosophie critique, mais qui m'aide à vivre aussi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de votre invitation et merci de ce dialogue. C'était un vrai plaisir. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.KTO.tv. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les plateformes de podcast et sur l'application radio KTO. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot.